Bonjour à tous. Rendez-vous inhabituel un jeudi, mais voilà, le changement, c'est maintenant aussi. C'est très bien aussi de changer nos petites habitudes. Toujours le même duo avec Alexandre. Bonjour à Euh, tous et voilà. puis bonne année, même si c'est presque le dernier jour. On vous souhaite effectivement plein de beaux projets SAP pour cette année, entre autres. Ouais, ouais, c'est vrai que j'y pense pas nécessairement. C'est surtout la santé, hein, parce que Mmh. si on a la santé, après, on peut avoir de belles missions sur 2026. Euh, on l'a évoqué, on fait toujours alors soit débrief ou plutôt un briefing juste avant de commencer. Après, on est vraiment sur du live et on passe pas plus de temps à essayer de cadrer tout ça. Comme je l'expliquais à Alexandre, en 2026, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes de Waldorf et de Yannick Peterschmidt sur deux sujets, hein, qui vont sortir dans les podcasts. Donc, les sujets, c'est toujours le cloud first, l'adoption Alors, là, on est focalisé sur la France, hein, mais de façon générale, on parlait de la francophonie. Et là, c'était plus sur la France. Donc, l'adoption par les clients de la solution en cloud public. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 implémentations en cloud public, mais je pense que tous les clients qui sont aujourd'hui sur une solution by design, le vecteur, le premier, c'est de passer sur une solution en cloud public. Donc, cette adoption-là par les clients en France, hein, Alexandre avait communiqué sur les chiffres des projets sur S4, hein, entre les chiffres annoncés et les chiffres réels, notamment les clients qui ont signé sur RISE, mais qui ne sont toujours pas passés sur S4 et la réalité. On a encore beaucoup de clients qui n'ont pas encore migré. Et deuxième sujet que j'évoquais dans ce podcast, qu'on va pouvoir aussi évoquer, c'est l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les solutions SAP et notamment dans les solutions cloud, et comment un client qui est sur une solution cloud publique va adresser ou comment nous, on peut l'adresser pour lui dire, voilà, dans ton business plan, ça serait pas mal que tu puisses intégrer des agents IA. Donc, je reparlerai dans le podcast, hein. Si je prenais l'exemple, sur 3 clients aujourd'hui qui sont sur du cloud public, un seul a émis uniquement l'envie d'avoir, et encore uniquement l'envie, d'avoir une démo. C'est-à-dire que pour lui, beaucoup d'entreprises pensent qu'il y a quand même beaucoup d'effets marketing, ce qui est vrai. Et après, c'est dans la réalité, qu'est-ce que ça va leur apporter versus moi, je paye tant, combien ça va me rapporter à la fin, ce qui est logique aussi. Mmh. Et après, je vais laisser après Alexandre. Ça va être toujours le même sujet, hein, qu'on parle toujours, c'est les recrutements sur 2026, les offres sur l'année 2026, les projets sur 2026. On pourrait aussi évoquer l'USF, quels vont être les sujets à venir sur l'USF, parce qu'on reçoit déjà les invitations pour préparer. Donc voilà, beaucoup de sujets encore. Et plus après, toutes les autres questions que vous allez nous poser. Ça marche. Si on veut faire un petit topo sur un peu la météo du recrutement SAP à la fin du mois de janvier, en gros, sur les annonces côté CDI, on a une baisse qui est de l'ordre de 15-20% en visibilité des annonces chez les clients finaux. On exclut toujours les annonces des ESN parce qu'elles sont pas représentatives, ce sont que des profils et en fonction de leur budget communication, ça trouble effectivement, les chiffres. Par contre, les indicateurs des postes en interne avec le turnover, soit en création de postes, soit en remplacement, donnent déjà une bonne idée. Alors ce qui se passe, effectivement, ça baisse. Maintenant, c'est pas une vraie baisse parce qu'on connaît l'envers du décor et il se trouve que, ces annonces, disparaissent pour deux raisons. Soit elles sont captées par les cabinets de recrutement comme nous et elles les font disparaître et elles arrivent, chez nous. Soit elles sont effectivement, surchargées effectivement de candidatures qui ont rien à voir effectivement avec le poste et elles sont fermées. Le deuxième, c'est que, le marché caché augmente, en raison que, bah, les responsables de domaine, de DSI ou de responsables de compétences SAP, regardent d'abord dans les CV tech qu'ils ont en interne, les candidatures qu'ils ont reçus ces derniers temps, regardent effectivement par le bouche à oreille, par la cooptation, regardent s'ils peuvent pas internaliser des freelances et résultat, ces recrutements, bah, ils sont pas visibles. Le 2e sujet, c'est par rapport au cabinet de recrutement.
Il y a aussi une baisse de ces annonces, mais pour une autre raison, c'est qu'avec, n'importe quelle IA un peu dégourdie, on peut savoir qui est le client derrière le recruteur. C'est très, très facile. Résultat, nous compris, on ne publie plus, d'annonces. Vous voyez effectivement des posts LinkedIn qui tiennent sur 3 lignes. On ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas grand-chose ou autre. Je recherche un consultant FICO sur l'Île-de-France, 2 jours de remote et rien de plus. C'est normal. On n'a pas envie effectivement se faire spolier, nos clients derrière. Et ça nécessite effectivement de prendre contact effectivement avec les recruteurs et d'en discuter. Tu as bien fait, Mickaël, effectivement de faire un post sur, le référencement d'une trentaine de noms qui recrutent. Là-dedans, il y a, allez, une vingtaine qui connaissent bien le marché francophone sur le CDI, une vingtaine qui connaissent bien le marché, francophone sur la partie, freelancing. Il y a une partie qui se recoupe. En gros, ça fait une vingtaine de noms qui ont des track records, assez importants et qui peuvent conseiller, dire, «Bah oui, il y a des possibilités à tel endroit, pour quel type de rémunération et pourquoi faire». Donc il y a une invisibilité, de fait, effectivement, de nous imposer de communiquer de manière claire et ça nécessite effectivement de prendre contact avec ces recruteurs. Alors, prendre contact des recruteurs, c'est spécial. Il ne faut pas prendre contact avec tous, d'un coup, parce que ça peut être compliqué, à gérer et c'est là qu'effectivement, c'est un des bons moyens pour rater les entretiens faute, de mémorisation. Je vais vous expliquer. Prendre contact avec des recruteurs, 1, 2, 3 maximum, c'est aussi sonder le marché. Si on dépasse ce nombre-là, on risque de se recouper sur des clients qui sont les mêmes. Donc quand on est freelance et qu'il y a 3 recruteurs qui shootent le même CV à quelques heures d'intervalle chez le même client, ça ne le fait pas. C'est une chose qui est important. Et le deuxième, effectivement, c'est qu'on voit 2 catégories, de freelance aujourd'hui. Ceux qui effectivement, au travers le sondage que j'avais vu et je suis allé voir ces profils, ceux qui étaient à l'écoute du marché ou bientôt disponibles et ceux qui étaient en mission, qui ça se passait bien. Et on voit 2 catégories, un peu des profils très solides, 15 ans d'expérience et plus, pas de problème, notoriété acquise, CV en béton, TJM, du marché, ça passe. Et une autre catégorie qui effectivement sont un peu plus fragiles, non pas par rapport aux compétences et aux expériences, du moins sur le facing, un peu le marketing, qui est le CV pour décrocher un emploi et après par rapport aux contraintes et ces contraintes, c'est la localisation, la mobilité qui devient de plus en plus importante. Même en Île-de-France, on a des dossiers qui sont refusés parce que le client dit: «Bah, il y a 1 heure et demie pour venir, moi j'ai des réunions le lundi matin à 9 heures. Il faut que le freelance il soit à tout prix là et c'est pas négociable et je veux pas de doute à ce sujet-là, pour ça». Donc il y a non pas en gros, on estime qu'il y a une hausse des besoins, mais elle est plus invisible pour ça. Ça nécessite effectivement et j'incite à ceux à faire des tableaux Excel ou des spreadsheets en indiquant que vous avez contacté tel recruteur tel jour, que vous avez eu tel échange et que votre dossier est parti chez tel client, de manière à avoir une mémorisation, pour la partager aussi, si nécessaire et que les candidatures ne se dupliquent pas et que vous puissiez faire un suivi, le mieux possible. Mais on a trop souvent, nous, entendu des freelances ou même des candidats nous dire: «Ah bah, je ne savais pas que ma candidature était envoyée, j'avais oublié, je ne sais plus qui c'est, à quel moment, pourquoi et à quel TJM, derrière». Donc cette démarche commerciale, elle est vraiment importante. Certes, nous, effectivement, on fait l'intermédiaire et on prend une commission au passage, mais quand on rémunère, à peu près entre 150 000 et 200 000 € de chiffre d'affaires un freelance, ça nécessite effectivement de prendre un petit peu de temps pour préparer les entretiens et de border ça en amont d'une manière, de meilleure manière. Pour les CDI, tu parles, je m'attendais à une perche sur la partie cloud. Nous, les échos qu'on a des projets, cloud qui sont en cours et ben, ils sont particulièrement difficiles à délivrer pour toutes les ESN. Quand on échange effectivement avec les responsables, on leur pose la question: «Mais pourquoi l'ESN elle est tellement en galère, enfin elle est en difficulté, là-dessus?» Bah, il y a un sujet, ce sont les ateliers effectivement sur le cloud où il faut faire rentrer soit le legacy dans le standard, soit partir de zéro et ça nécessite bien plus de temps qu'il n'était prévu. Et peut-être un ratio de 1 à 3. Là où effectivement il fallait 1 heure d'atelier au départ, il se peut qu'il en faille 2 à 3 heures, peut-être pas en même temps, enfin de manière, lissée dans le temps, de manière à ce que ça puisse obtenir, les bonnes spécifications derrière. Et ça, c'est un peu incompatible avec le projet au forfait parce que ça grille toute la marge de l'ESN qui est en stress, derrière. Et là, effectivement, c'est un sujet lequel on voulait aborder et après je passe la parole. Le sujet de la pression qui est mise sur ces consultants, ces chefs de projet qui sont sur ces ateliers actuellement. Ouais, tu l'as évoqué, hein, à chaque fois, si on se réfère à la méthode Activate. Alors, les chiffres après, sur un atelier, donc si on prend un atelier, c'est un scope item, donc c'est 3 à 4 heures, encore une fois. C'est alors ni une moyenne, c'est, ce qu'on peut avoir dans les différents supports de la méthode Activate.
Ce qui veut dire que, en fonction de la volumétrie des scope items, on sait tous que si SAP dit 4 heures, le client, il va poser nécessairement des questions, il va avoir de l'acculturation. On nous dit à chaque fois méthode agile, mais si on est sur de la méthode agile, on doit être tout le temps sur de l'itération. Il faut aussi considérer que dans le public cloud, une fois qu'on a fait deployed ou confirm, on ne peut plus faire de suppression. Donc, on doit être sûr au moment où on a fait le DCD, donc le dossier de conception, que tout est bon. Et tu l'as dit, hein, le cloud public, c'est une solution qui doit s'implémenter rapidement. Donc, c'est nécessairement moins d'un an, donc 6 mois à 1 an, on pourrait dire 8 mois l'idéal, et avec une équipe qui doit rester stable. Parce qu'encore une fois, hein, plus on a des consultants qui tournent, c'est aussi du temps qui est perdu. Et on doit avoir un ratio derrière qui doit être plutôt, on doit être minimum d'interaction avec le client pour pouvoir être sur une échelle vraiment. 6 mois, pour moi, c'est l'idéal. Hein. Mais je ne pourrais jamais te dire que sur l'ensemble des projets sur du cloud public qu'on fait, on est, j'allais dire, secure dans le sens où on va faire une marge intéressante. C'est compliqué, tu l'as dit, sur forfait. Alors, à moins de dire au client, on a une base forfaitaire, ce qu'on devrait faire à chaque fois, hein, une base forfaitaire. Et tout ce qui va ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le, le corpus standard, hein, c'est-à-dire les interfaces, ou des choses qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais mettre dans le standard. Donc, il faut aller sur la BTP. Et donc, nécessairement, ça, il faudrait plutôt le passer en régie. Donc, être transparent du client, mais les clients ne veulent pas avoir ce mode hybride avec régie et forfait, ils veulent tout avoir en forfait. Et c'est encore plus compliqué pour des clients qui étaient sur de l'ECC, qui veulent pas se situer sur du cloud public. Et là, ils disent oui, mais moi, je pouvais faire ça dans mon ECC. Non, tu peux plus le faire dans du cloud public. Ah, il faut aller sur du private cloud. Mais c'est plus. Alors, en termes de licence, il n'y a pas, il y a pas de grosse différence. Mais on sait que si on va sur du private cloud, ils vont vouloir faire un broadfield avec répéter tout ce qu'ils avaient sur leur ECC. Donc, encore une fois, la pression, on l'a vu, hein, c'est sur les consultants. Donc, on ne va pas compter nos heures. Et c'est une pression sur le chef de projet, c'est sur une pression sur les consultants. Un consultant en plus junior, bah, il va avoir encore plus de pression parce que lui, bah, il ne connaît pas forcément cet environnement-là. Et ça serait faux de dire que un client, plutôt un consultant junior ne connaît pas le contexte ce qu'on appelle du fast delivery, hein, parce qu'on est dans ce mode-là. Hein. Et je peux comprendre, et on l'évoquera, hein, le fait qu'on a des consultants alors, qui se mettent en retrait, et la génération Z, et je peux comprendre, hein, qui ne veut pas passer sa vie au travail, et l'adéquation avec de délivrer en temps voulu un projet. Pour revenir, ouais, et je te redonne la main. Et pour revenir par rapport à ton poste, enfin le poste que j'ai fait sur les recruteurs, bah, c'est important. On est dans un écosystème, de se dire est-ce qu'on peut se passer des recruteurs? Non. Et certains ont hyper agi. Pourquoi faire de la pub pour des recruteurs? Bah, c'est juste normal, que vous sachiez les personnes de confiance. C'est mieux d'avoir une shortlist pour dire ah oui, je sais que avec toi, par exemple, ou avec d'autres que je connais, bah, je sais que je suis dans une relation de confiance. Et c'est important parce que il y a d'autres entreprises, ce qui n'est pas le cas partout. Comme un agent immobilier, on a tous visité des appartements, on se dit mais il n'a pas bossé du tout son dossier, le gars. Limite, j'irais voir directement le vendeur, ça irait plus vite. Bah, Oui, mais dans un marché qui est de manière toujours déséquilibrée, il faut percevoir les recruteurs comme des animateurs de marché. On est là pour faire, mettre de l'huile dans le rouage. Une annonce, vous pouvez voir des annonces qui effectivement sont chez un client final et la même chez un recruteur. Mais derrière, il y a une prise de brief qui a été faite et il y a l'envers du décor et il y a ce qui n'est pas écrit. On va dire: «Bah, je postule directement», un peu comme toi, hein, c'est-à-dire PAP, effectivement, dans l'immobilier, et je contacte directement le recruteur. Vous allez vous retrouver avec votre CV effectivement dans un ATS qui va être traité et qui va remonter tant bien que mal effectivement jusqu'aux décideurs, derrière. Et puis il y a discuter avec un recruteur sur le même poste en se disant: j'y vais pas, à quelles conditions, comment on présente les choses, derrière». Déjà pour les candidats, ça vous coûtera pas plus cher pour les CDI, parce que ce sont nos clients qui nous rémunèrent, et puis surtout ça évite des erreurs au début, au milieu et à la fin, derrière, et d'être accompagné.
Les Dans 80 des cas, les clients finaux SAP, confient, leur poste à des spécialistes du marché SAP. Ils savent à qui ils les confient. Après, il peut y avoir des miss-bacs, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir effectivement la seniorité effectivement, du recruteur qui est derrière. Mais on a notre place, on anime, on fait parfois rentrer des ronds dans des carrés, c'est notre boulot aussi, dessus. On discute, on convainc nos clients, on arrive effectivement à faire bouger les lignes aussi, notamment effectivement par rapport aux rémunérations qui sont proposées, qui parfois sont un peu trop justes. On doit faire des benchmarks, on doit démontrer, puis après effectivement, ils s'aperçoivent qu'ils sont décalés par rapport au marché ou alors effectivement, il faut qu'ils modifient la fiche de poste pour faire rentrer par rapport à leurs attentes. Vous pouvez compter, sur nous, les contacter. Alors après, effectivement, c'est pas si simple que ça aujourd'hui parce que c'est tendu dans le sens où, soit ça va très, très vite, notamment pour les freelances, ça peut se faire en 24-48 heures, derrière, soit c'est très lent, il y a pas entre les 2. Et parfois, effectivement, on nous reproche de pas donner des nouvelles, de pas savoir ou autre, mais il y a assez de friction côté client, il y a des incertitudes, ils ont remis la barre, plus haute. Enfin, je pense que tous les mois, ils remettent la barre un petit peu plus haute. Le sujet du TJM et de la marge que l'on prend est un sujet, aussi, on peut le comprendre. Maintenant, prenez un pool de 3-4 recruteurs bossez avec et en général ça va bien se passer pour les freelances et les CDI. Ensuite, par bouche à oreille, vous pouvez savoir, demander avec qui, d'autres freelances travaillent, dans quelles conditions, est-ce qu'ils ont eu des bons retours? Qu'ils soient français, anglo-saxons, ça change pas grand-chose, derrière. Ça dépend à quel type de client ils s'adressent, comment ils sont référencés et après, il faut reconnaître qu'effectivement par rapport aux Britanniques, ils ont une force commerciale qui est bien plus forte que les Français. Oui, je sais que j'ai Daniel Patel ou d'autres de Heursapp qui me alors non pas qui me contactent régulièrement, mais bon, j'échange de temps en temps avec eux et donc c'est vrai Mmh. qu'ils me poussent régulièrement des CV donc ça aussi, c'est maintenant, de plus en plus de cabinets britanniques me font du push avec, des CV d'experts, hein, donc ce que j'avais pas nécessairement, avant. Alors est-ce que c'est, pour de la visibilité ou tout simplement ils ont des experts sous la main qu'ils avaient peut-être pas nécessairement avant? Oui, je pense qu'il y en a qui sont plus disponibles qu'avant. Ensuite, c'est du flux. Ils créent effectivement une dynamique, de faire avancer les dossiers, de les pousser, et c'est nécessaire en fait. Sinon le marché est grippé, ça avance pas, ça n'avance pas. Et puis de toute manière, un freelance, dans 90 des cas, ne peut pas contractualiser avec un grand compte. Les achats ne le permettent pas. Il y a quelques trucs et astuces pour le faire, en passant par une ESN, un boîte de portage, enfin ou référencé ou non ou autre derrière. Mais à un moment ou à un autre, il y a un ou 2 intermédiaires dans l'histoire. Ouais. Tu as évoqué un point qui était important. Donc souvent, on va avoir dans les personnes qui me contactent, hein, que ce soit des personnes en reconversion, des consultants qui sont aujourd'hui en poste, à chaque fois, c'est, est-ce que je continue dans le CDI? Est-ce que je privilégie le portage ou le freelance? Après la question c'est, bah, quel serait le bon TJM? Et après la dernière c'est, tous les personnes qui se disent: «Bah, ça fait 12 ans que je côtoie, 15 ans que je côtoie SAP, heu, pourquoi on me considère comme un junior en tant que Mmh. consultant?» Et ça aussi, tu as beaucoup de gens, c'est pas que ça les déstabilise, donc ils se retrouvent à me poser des questions-là et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je les invite de dire: «Bah, venez ici», je pense qu'Alexandre sera plus à même de ce que là, mais bon, c'est comme sur un marché immobilier. Bah, si ta maison est trop chère, bah, tu la vendras pas. Si elle est trop basse, tu vas avoir plein de demandes et tu vas peut-être te dire: «Ah mais dans ce cas-là, je me suis mis trop bas». Bah, il faut toujours, et les recruteurs sont justement là pour essayer de te dire éventuellement, bah, le bon TJM par rapport à ce que je vois, c'est celui-ci. Donc et ça sert aussi à ça, hein. Comme un agent immobilier, ton travail, c'est aussi de qualifier, de te dire: «Bon, bah, la bonne approche, c'est celle-ci». Ouais. Faut pas l'oublier. Après, il y a 2 règles à respecter et le premier c'est, de connaître son point mort personnel, familial, et d'y rajouter, 30 net d'impôts, impôts sur sociétés et impôts sur les revenus, pour passer freelance. En dessous s'il y a pas 30 en plus, ça ne vaut pas le coup.
Parce qu'il y a la perte de la prévoyance, en partie, il y a la perte des RTT, une partie des congés payés, et puis il y a une perte de garantie de rémunération en salaire enfin, pendant 12 mois. Donc, 1 mois d'intercontrat, bah, ça se paye, hein, ni plus ni moins en trésorerie, et certains sont pas au clair en se disant: «Bah, je prends un TGM un peu au doigt mouillé parce que j'ai entendu qu'un tel a fait un tel», mais ça se trouve ce TGM, il est pas suffisant pour que vous puissiez, en vivre correctement, avec. Alors, parfois, effectivement, on fait des calculs ensemble, on regarde ensemble effectivement jusqu'à combien ils peuvent descendre, ou est-ce que parce que certains effectivement ne trouvent pas de mission, et peut-être que le TGM est un démarqueur. Moi, je suis pas convaincu que ce discounter, ça ouvre plus de pistes que ça. Il faut être au clair effectivement avec combien vous souhaitez gagner, vous partez d'un CDI pour obtenir telle chose. Est-ce que vous avez la trésorerie effectivement pour pouvoir tenir, 1 mois sans revenu? Même pas 2, parce que de toute manière, il y aura les délais de paiement qui seront derrière. Donc c'est une mécanique d'entrepreneur qu'il y a dessus. C'est pas uniquement le mot freelance, c'est d'abord un entrepreneur qui va avoir son plan de trésorerie effectivement et son bilan comptable à la fin de l'année, et est-ce que ça paye plus ou pas? Après, si c'est pour s'acheter, des conditions de travail parce que, et ben, on demande un TGM pas énorme, mais parce qu'effectivement c'est 100 full remote, il y a plus des c'est un choix personnel. Mais la fixation du TGM, elle se détermine effectivement, bah, avec, l'intermédiaire pour voir à combien vous pourriez prétendre, la mobilité qui est attendue, la pression effectivement des projets, notamment les projets cloud, qui sont en cours, et après c'est la négociation, hein, ni plus ni moins, hein, pour ça. Il faut pousser l'avantage. Parfois effectivement il faut pas céder, mais souvent une bonne partie ne connaissent pas leurs points morts. Et ça, je pense que c'est un des calculs qui est à faire dès le départ, et on sait, avec AZ Portage, avec d'autres, que certains, la moitié ne dépassent pas l'idée de passer freelance parce qu'ils se disent: «Ah bah non, je vais pas gagner beaucoup plus, à la fin, ou du moins le risque, je suis pas prêt à le prendre». Ouais. L'autre point, comme Maxime l'a évoqué, c'est déjà alors le réseau, mais il faut pas oublier que tu as beaucoup de gens qui ne sont pas sur LinkedIn aussi, qui sont en Mmh. dehors de beaucoup de réseaux, hein. Le consultant, il est pas par essence, sur LinkedIn, hein. Moi, j'ai des personnes, et encore une fois, là, j'ai une personne dans l'équipe, je ne citerai pas son nom, qui ne veut pas être sur LinkedIn. Enfin, il a un profil, mais il y a rien dessus, et Mmh. sauf que le réflexe, quand on doit le positionner chez un client, bah, ils vont voir sur le profil LinkedIn, et ils sont toujours dire: «Mais il y a rien dans son profil». Donc ce sujet-là. Le networking aussi, bah, je vais prendre l'exemple, hein, de mon petit, mon filleul, Mathéo. Donc aujourd'hui, ça fait quand même 3 mois qu'il cherche, et bien que j'ai poussé son CV sur LinkedIn, tu vois? Derrière, même si tu peux avoir un super réseau, même s'il est censé être visible, c'est pas pour autant qu'il y a derrière, le fait qu'il trouve un stage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un stage à l'étranger? Tu vois? Ça aussi, c'est de se dire: le réseau, c'est bien LinkedIn, mais est-ce que derrière, il y a des fruits qui tombent de l'arbre? Et de se dire: est-ce que ça débouche nécessairement par des prises de contact? Il y a ça, et je reviens à mon tableau Excel ou mon spreadsheet, il faut un suivi, et quelqu'un qui ne trouve pas une mission, ou un poste, au bout de 15 jours, doit se poser des questions, de pivoter quelque chose. Ça sert à rien de thermo-shooter effectivement son CV partout d'un coup, puis de voir ce qui se passe derrière. C'est même le meilleur moyen pour se griller, sur le marché. C'est de faire des test and match, c'est effectivement je postule à 3-4 missions, sur Freework, ou le Hibou, ou n'importe quelle plateforme qui existe, et je regarde ce qui arrive pour voir. Je mets mon CV à tel endroit et je regarde ce qui arrive. Et j'étudie chaque retour avec attention et parcimonie. Si ça transforme, tant mieux. Si ça transforme pas, bon, bah, je pivote un petit peu d'un quart de tour pour voir effectivement, si j'obtiens plus de résultats, derrière. Et si au bout d'un mois, il y a pas de mission, sur des profils plutôt classiques, FICO ou supply chain, plutôt standard, oui, il y a des questions à se poser sur le positionnement, marché, qui peut être effectivement la localisation, la mobilité, le TJM, ou alors effectivement en entretien, ça passe pas, ça transforme pas, derrière. Alors oui, il y a des choses qui sont pas très agréables. Vos dossiers, parfois, ils serviront de lièvre par rapport à d'autres dossiers, de plusieurs cabinets simultanément. Les ESN le font aussi, c'est pas très agréable. Même nous, parfois, on sert de lièvre effectivement par rapport à des candidatures qui sont en interne. C'est pénible, c'est chiant, ça met en colère, mais c'est partie des pratiques, et il faut s'inscrire effectivement dans ces wagons de candidature qui sont traités par les clients finaux. Mmh. L'autre point, on l'évoque assez régulièrement, c'est toujours le grand fossé entre les experts qui sont chassés continuellement et pour Mmh. lesquels on n'arrive pas à recruter, hein. Je pense que je pourrais citer toutes les ESN, qui sont sur la place,
et on retrouve toujours les mêmes profils, hein. Moi, nous, je sais qu'on cherche toujours un FIC, plutôt, alors je dirais plus dire FICO, maintenant un vrai FI S/4HANA, confirmé senior, des vrais consultants qui maîtrisent bien des modules, toujours la logistique, hein, qui est toujours fortement demandée, mais qui sont S/4HANA, qui ont au moins fait un projet ou qui ont déjà fait plus de 5 ans sur du S/4. Des gens qui sont des vrais architectes techniques, hein, qui maîtrisent Mmh. complètement l'implémentation sur les solutions en cloud, qui travaillent avec des hyperscalers. Et ça aussi, on en a pas, on n'en trouve pas. Donc vraiment des gens qui sont sur la couche S/4HANA, pas alors ce qu'on appelle des pure basis, hein, ou des profils autorisation, même s'il en faut, hein, mais c'est des architectes techniques. Je sais que nous, on a Renault Mutuel, hein, typiquement chez KPC. Bah, moi, l'idéal, c'est qu'on trouve son backup, son binôme, son cloné, Mmh. et c'est un peu la même chose pour moi. Je n'arrive pas à me cloner. Non, et ceux-là, effectivement, ils ont le vent en poupe. On a fait des recrutements effectivement en fin d'année en fin d'année dernière sur ces profils-là. En ESN, ça va être des tickets à 85 000 à 90 000 € de revenus. Certaines ESN peuvent se le permettre, d'autres pas. Après, c'est pour quoi faire, dans quelles conditions et sur quel type de projet. Ils sont pas nombreux sur le marché, les architectes techniques qui ont plusieurs projets à leur actif, là-dessus. Ils sont bien, souvent ils sont sous les radars. Je dis pas qu'ils désactivent leur profil LinkedIn, mais pas loin, pour pas être sollicités, tous les 4 matins, dessus. Ils ont aussi des projets, intéressants. Après, il faut effectivement réussir à les toper au bon moment, comme on dit en tant que recruteur, quoi, par rapport à une fin de projet ou par rapport à autre chose. Ils peuvent aussi basculer en freelance, c'est-à-dire qu'ils disparaissent du marché du CDI, et ça effectivement, c'est une vraie perte effectivement pour les ESN, ma sauf s'ils travaillent en sous-traitance. C'est une denrée qui est rare, qui je pense peut, au vu de certains projets qui sont parfois en difficulté, de certaines entreprises effectivement qui sont un peu chahutées, se dire: «Bah, tiens, je change effectivement d'environnement pour aller sur autre chose». La partie de l'écosystème SAP, c'est que les ESN travaillent à peu près tout le temps pour les mêmes clients, et ça se chevauche pas toujours. Donc une fois qu'ils ont fait le tour du portefeuille client, il faut changer de SN pour pouvoir travailler sur d'autres configurations et ailleurs. Pareil en interne. En interne, une fois que le projet est terminé, c'est un paysage applicatif, il y a tous les rollouts qui sont à faire. Bon, bah, après, qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien être payé effectivement et ronronner effectivement sur son poste, mais certains se disent: «Bah, pourquoi pas? Bah, je veux être onboardé sur d'autres projets», et après se poser la question à quel moment et pourquoi faire? Donc il y a des possibilités effectivement d'aller les chercher, de les recruter. Après, il y a, la capacité effectivement à ces intégrateurs, à ces ESN ou ces cabinets de conseil, si on fait une distinction entre les 3, à bien les encadrer, et là aujourd'hui, là où ça pêche un peu, c'est la partie gestion de projet, management. Parce que, devenir manager, c'est une histoire. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait que pour d'anciens experts, derrière, et une des raisons pour lesquelles effectivement les projets cloud et les autres effectivement sont en difficulté, c'est que la notion de PMO, de directeur de projet, de chef de projet, de change manager, et ben, ça revient au goût du jour, mais de manière, contrainte par les clients. Ils demandent une méthodologie, ils demandent effectivement une capacité à faire du change management, en interne. C'est pas toujours le rôle de l'intégrateur. Parfois, ce sont des cabinets qui sont spécialisés, dessus, donc on rajoute une couche. Donc quand effectivement, quand on a en amont un Bearing Point, un EY, ou un Deloitte qui fait les prescriptions et qui parfois se loupe un peu sur les scope items, et que les ESN derrière galèrent un peu pour rattraper tout ça, et ça crie un peu côté société parce que c'était pas prévu et que la douloureuse qui arrive, elle est beaucoup plus chère que prévu. À ça, effectivement, on rajoute effectivement des ateliers qui, sont parfois mal, préparés en amont, et qui met en pression les consultants. Il y a toute une tendance qui est en cours et qui nécessite, de ceux qui veulent s'engager sur ces projets-là, qui sont très intéressants, qui upskill rapidement, je dirais, les compétences, un état d'esprit. Et je pense qu'il y a un état d'esprit, qui nécessite énormément de communication, d'écoute, de résistance et de préparation. Je pense qu'aujourd'hui, aussi bien pour les entretiens que pour les entreprises, il y a un manque de préparation en amont, des projets. Ouais. Bah, tu évoques ce point-là, et au travers, moi, avec l'association, c'est que maintenant, c'est de se dire, comme dans la méthode Activate ou qu'importe, n'importe quelle méthodologie, c'est d'avoir une méthode. Donc, faut déjà savoir,
faire un Gantt, ça, c'est pas besoin d'être PMO pour le faire. De savoir, de s'inscrire, qu'est-ce qu'un atelier fit to standard, hein, c'est pas le client qui décide, c'est on doit arriver à faire amener le client un rond dans un carré, ça revient un peu au même principe. Ça veut dire que au-delà du scope item, c'est les bonnes pratiques. Donc, savoir animer un atelier sur les bonnes pratiques et amener le client à la bonne pratique. Après, toute méthodologie, c'est structuré, c'est de faire un dossier de conception qui tient la route. Et là, encore une fois, maintenant, on a des outils, on a de l'intelligence artificielle. Donc, pareil, hein, pour se dire on est sur du cloud public, c'est nécessairement, si on a un chef de projet, il doit nécessairement, si on est consultant, je dois avoir une IA. Après, c'est toujours le même problème. C'est est-ce que c'est une IA de l'entreprise ou c'est une IA personnelle? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'elle est payante? Est-ce que je maîtrise correctement les prompts? Quid de l'information que je vais envoyer à l'intelligence artificielle? Parce que si j'utilise une intelligence, on va dire, gratuite, j'expose dans ce cas-là toutes les données et ça, c'est pas cool. Donc, il faut nécessairement avoir une IA professionnelle. Mais en soi, aujourd'hui, n'importe quelle personne, je ne parle pas que du pro, on doit avoir une IA pro. C'est pas parce que tu vas dépenser 20 $ par mois que ça va te coûter un bras. Pour moi, c'est juste obligatoire. Savoir encore utiliser des outils, alors comme tout le monde ne peut pas se payer Signavio, se dire, il n'y a pas que Signavio dans la vie, il y a plein d'autres outils. Moi, j'utilise Mermaid. Souvent, à un atelier, tu fais un petit schéma à la fin, tu demandes à l'IA, tu lui passes toutes les données, il te fait un joli schéma. Ça parlera au client. Déjà, tout de suite, ça va le rassurer. Il va dire, ah ok, voilà. Donc, un dessin, des fois, ça vaut 1000 pages d'un DCD. Donc, toujours, hein, si on est dans le cloud public, c'est des règles de bon sens paysan. Voilà, c'est des choses simples. C'est un dossier de concession qui est bien ficelé. Un planning que tu es censé respecter. Des schémas et après, on l'a dit, d'avoir de la continuité et à un moment de savoir fermer des portes, hein, parce que tu as des clients qui aiment bien les ouvrir dans tous les sens. Ça, c'est pas possible sur du cloud public. Donc, un bon consultant, c'est quelqu'un qui a un minimum une bonne méthodologie, qui connaît la solution et qui connaît plutôt les solutions, qui connaît quelqu'un qui est sur le CC, il ne connaîtra pas nécessairement le cloud public, le cloud privé ou les solutions sur S4. Et il ne faut pas oublier que SAP aussi fait évoluer la méthode Activate. Ils sont en train de faire une refonte de la méthode Activate. Ils sont en train de refaire une refonte des certifications, ce qui est plutôt bien. Mais sur 100 certifs, il n'y en a que 20% aujourd'hui qui sont même avec de l'IA. Ce qui est super, hein. Pour moi, c'est limite, c'est de faire avec l'IA, c'est un VAE. C'est-à-dire qu'on bonifie plutôt l'expérience avec l'interaction avec une intelligence artificielle. Mais c'est que 20%. Donc, c'est-à-dire que les 80 autres pourcents, c'est du bachotage. Donc, ça favorise plutôt un consultant junior qui va que bachoter. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas passer 3 mois. On a fait le petit exercice avec KPC de se dire, voilà, si entre le coût de la formation et ce qu'on appelle les coûts cachés, hein, c'est-à-dire la non-facturation, ça pique. Donc, sauf que SAP, demain, dans la méthode aussi, ils vont nous dire, aujourd'hui, j'allais dire qu'ils ne sont pas un peu laxistes, mais ils te disent, l'important, c'est que vous ayez des consultants certifiés dans ce ESN pour faire de l'implémentation. Mais SAP, peut-être, va changer demain le modèle et dire, ah non, il faut que l'ensemble des consultants qui fassent une implème sur du cloud public, sur du cloud privé, soient tous certifiés. Et là, ça va être un gros problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir un travail préparatoire qui est important. Moi, en tant que recruteur, sous ce prisme-là, il y a la capacité à pouvoir en parler en entretien et à convaincre un futur employeur. Il y a des consultants, des chefs de projet, des directeurs qui ont fait des projets extraordinaires. Après, il faut avoir la capacité à pouvoir en parler. On a l'exemple effectivement d'une consultante qui est freelance, qui est experte SEO, qui est en mission chez un de nos clients et qui, chaque jour, prend dans un tableau Excel qu'elle nous renvoie à la fin du mois, il y a 6 ou 7, 4 ou 5 lignes sur ce qu'elle fait dans la journée. C'est une restitution et quand on additionne effectivement, la totalité, c'est une mine d'or parce que, il y a une capacité effectivement à avoir une base de connaissances de ce qu'on a fait au quotidien et il y a plus de problème de mémoire en entretien. «Ah, je me souviens plus comment c'était, qui faisait quoi avec comment ou autre, là-dessus» et donc l'IA, plus un spreadsheet, c'est l'idéal parce que les 2 peuvent se mouliner l'un l'autre. Prenez Gemini, prenez n'importe quelle, IA qui se connecte effectivement à Excel ou à Sheet et à la fin de la journée, écrivez ce que vous avez fait. Parce que
nous, on a trop d'échecs, on trouve, de personnes qui ont les compétences, mais qui n'ont pas réussi à le vendre en entretien, derrière et ça rassure pas pour ça. Alors effectivement, il y a la fatigue émotionnelle, il y a la fatigue tout court qui aide pas, il y a le manque de préparation et j'insiste là-dessus, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui côté freelance et côté CDI, c'est quelque chose qui est vraiment flagrant pour ça. Il vaut mieux décaler un entretien, c'est-à-dire le prévoir plus tard, mais au moins passer plus de temps avec le recruteur pour se briefer, pour comprendre le décor, qu'est-ce qu'il y a, qui fait quoi, comment, derrière, c'est quoi l'histoire, quelles sont les peines, PAIN effectivement de la personne qui est en face et sur quoi il faut insister. Il ne s'agit pas de faire des digressions à rallonge sur tout. Non, non, la personne elle a un entretien, Mickaël, tu sais, dès les 10 dernières minutes, même les 5 premières minutes, c'est plié. Le reste effectivement c'est de la politesse, derrière. Mais la première impression elle est importante donc ça se prépare, je pense que les entretiens sont de plus en plus difficiles en termes d'exigence qui est en face. L'IA, oui. Les certifications, oui. Si c'est obligatoire, il faudra les passer. Bon, Mmh. bah, ça, il y aura pas le choix. Mais c'est bon moyen effectivement de se réfréchir un peu, la mémoire, d'avoir des acquis, derrière. Se baser uniquement sur les IA pour bosser en se disant: «Bah, de toute manière maintenant avec ChatGPT et compagnie, bah, je peux retrouver les transactions, je peux filer 3 specs dedans ou mettre du code et puis ça va bien effectivement donner des réponses, derrière. Attention, ça se voit côté client. Il ne faut pas jouer non plus au ping-pong prompt. C'est effectivement je reçois un truc, je le passe dans l'IA et je renvoie effectivement la version, du résultat prompté ou autre. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop en abuser parce que c'est pas très pro. Maintenant, en termes de d'IA checking, c'est super pour éviter de faire des erreurs, des fautes, moi, j'insiste ceux qui veulent postuler à certains postes et ben, ils prennent le poste, ils le copient dans ChatGPT, ils prennent leur CV, ils posent la question, que voilà mon CV, voilà le poste, qu'est-ce que tu en penses? Question ouverte. Et puis vous regardez la réponse, vous aurez une réponse. Vous serez surpris. Après par itération, vous pourrez vous dire: «Bah, le poste, il est pour moi, il est pas pour moi». Voilà, quels sont les écarts? J'y vais pas. Mais en connaissance de cause. Donc oui, c'est un vrai sparring partner qui, je pense, dans l'adoption entreprise est beaucoup plus lent qu'on ne le pense et sera beaucoup plus lent qu'on ne le pense, ne serait-ce comme tu le dis, soit c'est une IA interne joue les compagnies, qui est pluguée sur la donnée interne, qui est intègre, voilà, qui est nomenclaturée et qui peut fonctionner. Soit c'est une IA un peu, copilote, enfin ou Gemini interne ou autre là-dessus. Là, c'est un peu plus casse-gueule effectivement en termes de données, du moins ça reste déjà en interne, mais c'est quand même moins fiable. Ouais. Bah, je peux donner quelques exemples comme ça, bah, je ne citerai pas. Réunion, par exemple, un steering committee, quand vous faites, du brainstorming, tout le monde alors on continue encore des fois à faire des post-it. Bah, typiquement, vous prenez en photo les post-it, et là, vous allez demander à l'IA: «Peux-tu me faire, tout simplement, une petite présentation avec, les pain points, bullet sheet, super» et là, elle vous fait une restitution, elle va voir, bah, tiens, il y a des choses redondantes. Là, c'est pertinent. Après, tu le présentes tout de suite, et après, ça permet de rebondir. Pareil sur, vous avez, on le sait tous, dans nos emplois du temps, on a des fois du sales, du pre-sales, plus notre métier de consultant, les réunions. Bah, de temps en temps, tu dis: «Bah, demain, tiens, j'ai un point, une démo à faire à un client». Lui, il va te pousser rapidement son cas d'usage. Bah, typiquement, là, tu vas utiliser un prompt. Tu dis: «Bah, voilà, le client, il a besoin de faire un tel atelier». Tu vas chercher sur Subformy le scope item, tu le fais tourner dans la moulinette. Tu lui dis: «Bah, tiens, va me chercher quelques données sur le catalogue du client». Et là, tu dis: «Bon, OK, comme ça, je peux faire une démo qui colle à la réalité». Si on avait pris à l'époque, c'est de se dire: «Bah, ça me permet en quelques minutes d'avoir quand même quelque chose qui me permet d'être cohérent», encore une fois, mais ça ne me sert pas nécessairement que pour, l'envoyer directement au client. Ou, bah, là, un expert, moi, j'aime bien aussi des fois, te dire, bah, je veux faire un fit tout standard. Je demande à avoir le client, à avoir toutes les données. Je prends sur un DCD et après je le soumets à un expert, je dis: «Bah, tu en penses quoi?» Et honnêtement, sur une version pro, moi, ça fait, presque 1 an et demi que je nourris, Gemini, et je vais pas dire qu'il fait beaucoup d'erreurs et il commence à faire plutôt quelque chose qui est plus personnel. Ah, je dis pas que, c'est quelque chose qui est visible et de se dire: Ça a été fait par Michael ou ça a été fait par une IA». Mais, elle apprend vite, bien plus vite que moi. Si je devais faire la même chose demain, te dire, bachoter et faire une restitution. Donc pour moi, c'est un vrai copilote, mais je relis tout le temps, je mets ma petite touche personnelle ou je fais des corrections parce que je dis: «Non, ça, c'est pas bon». Mais
je ne vois pas aujourd'hui une personne ne pas travailler, enfin, je ne me vois pas travailler sans. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, c'est un outil, Mmh. indispensable dans mon quotidien. Bah, c'est un outil pour sa carrière. Déjà pour commencer, il faut apprendre les bases et c'est un outil sur lequel on le répète depuis des mois, il faut s'entraîner avec, il faut jouer avec, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Nous, on en a utilisé, on a fait des POC, un certain nombre, on a plié un certain nombre de sites qui ça ne marche pas correctement, c'est pas complètement fiable, ça hallucine. On a fait un test, tu le sais effectivement sur quelles sont les compétences à acquérir, pour un consultant SAP pour rester dans le marché et être up to date pour ça. Et sur des dizaines de CV, à chaque fois, elle nous disait: «Il faut apprendre à débugger en ABAP». Alors, elle est un peu butée la machine pour ça, mais à n'importe quel profil, il nous collait les bases de l'ABAP, derrière. Après, on se pose la question: «Mais pourquoi ça insiste comme ça ou autre?» Est-ce que le truc est très anglo-saxon? Où effectivement la notion de business analyst plus debug est dans leur culture? Peut-être que cette machine a raison. Peut-être qu'effectivement, apprendre à débugger, dans l'environnement cloud, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, du moins pouvoir décrypter, passer les transactions et de voir effectivement où il y a des anomalies. Et qui dit que comme on va réagir effectivement et faire pivoter, aborder le sujet des consultants basis qui, il y a un an se disaient: «Voilà, ils vont tous disparaître, voilà et il n'y en aura plus besoin d'eux ou autres». Moi, en interrogeant 2 patrons de TME, 2 responsables de TME ou autres, ils me disent: «Mais non, non Alexandre, c'est 3-4 fois plus de travail que l'on a aujourd'hui. Le travail, il est complètement différent. On n'a plus les mains dans le moteur, certes, mais il faut prescrire, il faut contrôler, il faut expliquer. Le niveau de l'éditeur, il est pas extraordinaire, non plus. Il faut se documenter sur ce qu'on peut faire, ou pas faire en fonction de l'interlocuteur. Quand je dis ça, extraordinaire, ça dépend avec qui on a affaire en face, à l'instant T, et ça consomme effectivement des ressources qu'il n'y a pas auparavant. Donc ils se retrouvent effectivement prescripteurs, ces administrateurs, ils supervisent, il y a des trucs qu'ils pouvaient faire auparavant qu'ils peuvent plus faire, derrière, et il se peut qu'effectivement le consultant SAP mute, aujourd'hui, qui discute effectivement, avec le client ou que ce soit une sorte de superviseur et qui de temps en temps, il aille, et peut-être pour ça qu'il y a du dit: «Apprends à débugger», derrière, sur la BAP version cloud, on va dire, dessus, de manière à ce qu'il y ait de moins d'allers-retours possibles et tout de suite puisse dire: «Bah, le problème il est tanké à cet endroit-là». C'est curieux, mais je pense qu'effectivement il y a des mutations qui sont en cours dans ce métier et on n'est pas à l'abri de surprises d'ici 3-4 ans. Ouais. Bah, c'était une des questions, c'est, qu'on a évoqué avec les équipes, sur se dire: «On se voit où dans 10 ans?» À la fois du côté client et aussi du côté, consultant avec l'IA. Donc, le monde rêvé demain de l'IA côté client, c'est que tu n'as plus du tout à taper sur un clavier. C'est que tu es en interaction continue avec ton système d'info. Tu lui poses des questions. Voilà, regarde toutes les références qui sont en rupture. Quelles sont tes préconisations? Peux-tu m'envoyer tout simplement un petit dashboard qui me permet de faire de la prise de décision? Mmh. Demain, pareil, côté consultant, lui aussi, on lui, demandera, dire: «Voilà, le client m'a envoyé les informations suivantes. Peux-tu me préparer demain l'atelier pour, en gros, que je puisse intervenir et dérouler les processus?» Encore une fois, sur du conversationnel. C'est-à-dire que les démos seront plus où, on va dérouler un scope item. Le système aura déjà limite préparé ton environnement démo avec les données du client parce qu'il se sera plugué sur le web. S'il n'a pas accès aux données, bah, il ira chercher toutes les informations et en quelques heures, il sera capable de le faire. Alors, est-ce que demain, on aura besoin d'autant de consultants? C'est toute la question. On va juste déporter. On aura peut-être, bah, des consultants, tu l'as dit, qui vont devoir toujours plus nourrir et rendre plus personnelle l'intelligence artificielle. Mmh. Mais les consultants, comme moi, hein, qui sont technico-fonctionnels, bah, il y a le changement de paradigme est tellement important que voilà, moi, la BAP, ça s'arrête là maintenant. Demain, je ne vais pas aller faire, la BTP, tout ça, parce que c'est un autre métier. Donc, Mmh. on va avoir des métiers, on va peut-être revenir à des vrais spécialistes. Le médecin généraliste qui va être capable de faire différentes choses, mais qui va trouver vite ses limites pour après t'envoyer vers le spécialiste du cœur, du rein, du foie et on va peut-être revenir à ça. Le médecin généraliste, c'est plus un technico-fonctionnel. Il va pas essayer de te faire une opération à un cœur ouvert comme ça dans son petit cabinet. Oui, et puis il y a peut-être une particularité qui est de plus en plus demandée, c'est la capacité d'écoute.
et d'attention. Ne serait-ce que, on prend un projet cloud, public, pas de legacy ECC, un contrôleur de gestion qui avait son super tableau de bord avec, 36 formules dans son tableau Excel derrière ou autre. Il se retrouve avec 2 pauvres tuiles effectivement sur Fiori, derrière. Et ben, il faut du temps pour qu'il digère, pour ça. Mais à la fin, il n'aura que ça pour bosser, derrière. Donc il faut l'accompagner. On n'est pas dans la technique, on n'est pas effectivement dans la capacité ou autre, on est dans la partie change management et il y a de plus en plus d'attentes côté entreprise. Les attentes qui sont nécessaires. L'entreprise veulent simplifier les processus, elles veulent avoir une meilleure visibilité. Elles prennent SAP, pour ça. Elles veulent plus d'usines à gaz, comme elles avaient auparavant. Déjà, elles les achètent pas aujourd'hui et elles veulent plus de lisibilité. Elles sont sous contrainte financière, elles veulent de marge, elles veulent gagner des parts de marché ou du moins ne pas en perdre. Je pense que le consultant SAP, ça sera un consultant qui va d'une génération un peu tampon, effectivement, entre l'application et les métiers. C'est un peu généraliste pour ça et qui après saura s'adresser avec une IA ou non, à la bonne personne pour démêler, un problème, derrière et ça, c'est important parce que c beaucoup enfin, un certain nombre de candidats, de freelance se font retoquer, c'est pas sur les compétences techniques, derrière. Ils les ont, mais il y a un truc qui passe pas en termes de communication, derrière. On Je rappelle la préparation, mais joindre des freelances, joindre des candidats, échanger avec eux dans les bonnes conditions. Ils sont à la maison, le wifi il est pas top, la connexion, fibre est pas top, ils sont pas chez eux, et donc là effectivement ça se sent, derrière. Ils sont pas préparés, ils sont entre 2 endroits. J'ai envie de dire si vous voulez passer, 1 mois, je sais pas chez l'ami à la campagne, au fin fond d'un champ où ça capte pas, prenez une antenne, Starlink, hein, ça coûte 29 € aujourd'hui, hein, pour ça, mettez-la dans le coffre quoi, et utilisez-la quand il y a besoin, ayez une clé, 5G en backup, virez le wifi si ça ne fonctionne pas et tirez un câble dans l'appartement pour que en RJ45 pour que la communication elle soit bonne. À la clé, c'est 120 à 200 000 € hein, sur un entretien ou 2 qui est gagné. Ça nécessite effectivement un petit investissement, mais ça, c'est des micros signaux qui fait qu'à la fin, c'est très agaçant côté client et recruteur, de pas réussir à pouvoir échanger dans des bonnes conditions. Parenthèse fermée. Oui, non, mais que ce soit sur employeur ou même demain, hein, de plus en plus de consultants sont en mode remote, hein, que ce Mmh. soit, en freelance ou, internalisé. Et c'est vrai qu'il y a rien de pire que, bah, non, coupe la caméra parce que j'ai pas suffisamment de débit. Alors déjà que tu es en remote et en plus, la personne peut pas te voir en face à face, ça pose un souci et si en plus on veut avoir dans l'acceptation, la confiance, c'est plus facile de savoir que tu es, voilà, que tu es bien chez toi et pas sur la plage et que tu voilà. Je caricature volontairement, mais c'est important Mmh. que la personne voit, enfin, que tu sois pas en slip devant ta caméra. C'est-à-dire que c'est le minimum. Tu te lèves, tu te prépares et c'est ta journée de travail. Certes, tu es à distance, mais il y a quand même des certaines de règles de bon sens qui s'appliquent. Donc, Oui, on sait effectivement quand on nous dit: «Vincent, est-ce que tu peux m'appeler sur WhatsApp?» Bon, on se doute bien qu'il est pas en France, quoi. Mais pourquoi pas avec un recruteur ou autre? Avec le client, par contre, effectivement, s'il y a un Teams et ben, le Teams, il marche, il est à jour. Le Zoom, il marche, il est à jour, parce qu'il faut le mettre à jour régulièrement, derrière. J'ai mis ça c'est pas un problème, c'est une page web, mais souvent les entreprises, elles ont des outils propriétaires sécurisés. Il faut les prendre en compte et donc il faut avoir des PC qui tiennent la route, des Mac qui tiennent la route, derrière, des connexions qui sont correctes. Effectivement, et puis après être concentré, préparé, avoir, effectivement son CV, papier sous les yeux, sur la table, de prendre des notes, d'avoir révisé l'entreprise auparavant, le poste aussi, s'être fait challenger effectivement par ChatGPT et compagnie, pour pouvoir préparer l'entretien. Éventuellement, s'il y a un doute, nous appeler, ça ne nous empêche pas, hein, pour ça. Nous, effectivement, on fait des briefs, la veille, les candidats nous enfin ceux avec qui on travaille, freelance ou CDI, savent qu'effectivement la veille, bah, il y a un entretien pour passer, on passe 20 minutes ensemble, à en discuter. Nous, on a des informations à donner qui ne sont pas visibles dans le poste, et ça c'est important. Il faut pas juste arriver en touriste effectivement aux entretiens en se disant: «Bon, bah, je sais, je vais être pris» et aujourd'hui, des clients reçoivent des sacrées shortlists de freelance quand ils vont passer les entretiens et puis, bah, ils prendront celui qui matchera le mieux et qui aura fait, pas la meilleure présentation, mais en tout cas, qui l'aura pas raté en tout cas. ouais.
Ouais, donc là, c'est important aussi par rapport à ça, c'est aussi de donner, toujours le message, parce que là, on donne quand même beaucoup d'informations, hein, autant sur les experts, je me fais jamais de soucis. Alors je vais en faire plus, je vais reprendre encore l'exemple de Matteo. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément évident, parce que je me dis voilà, même moi avec, mon réseau, j'arrive pas à lui trouver un stage, donc pourtant, je lui dis voilà, je suis capable de lui faire du mentoring sur SAP. Il est, très intelligent, il est super débrouillard, c'est-à-dire qu'il avait acheté lui-même un appartement, il a fait lui-même les travaux, voilà, quand tu as 18 ans et que tu achètes un appartement pour pouvoir faire de la location derrière, c'est qu'il a la tête sur les épaules. Mais tu vois, il trouve pas. Moi, j'ai des gens dans l'association qui viennent dans l'association alors qu'ils sont déjà dans the ESN, et je me dis: «Mais pourquoi déjà dans leur ESN, ils n'arrivent pas à trouver le parcours pour faire, du cloud public ou pour avoir un accompagnement?» Tant mieux, mais bon, moi j'accompagne, que ce soit dans mes postes, que ce soit là un junior ou que ça peut être un expert, ça c'est pas un souci. Mais on le sait, tous les 2. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et on essaye de le faire, on ne gagne pas d'argent sur LinkedIn, on le fait, bien volontairement sur notre temps libre, et on le fait sur notre temps libre de toute façon. Mais comment aider toujours au mieux? Parce que chaque fois on dit: «Bah, moi je vais essayer», on essaye de fédérer une communauté francophone, mais faire juste un post, et de se dire: «Bon, bah, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?» Tu vois? C'est toujours cette question-là. Comment on peut rassurer, aider des personnes qui arrivent sur le marché SAP, se disent: «J'ai passé une certif, j'ai investi 10 000 € Mmh. dans une formation, je suis passé par le Spro Club ou sur Data Scientist», et à la fin, ils te disent: «Ah, j'ai dépensé», je pourrais citer des noms, «j'ai dépensé 10 000 € et malheureusement, j'ai pas un job derrière». Mmh. Ça, cette étude de marché, oui, alors c'est un peu tard quand ils sont là, mais elle est à faire en amont. Nous, quand on a des juniors, ou des personnes qui veulent se reconvertir et qui disent: «Je voudrais rentrer sur ce marché», c'est vraiment très basique. Où tu habites? Quel est ton employabilité? Full remote, tu oublies, il y a pas pour les juniors. C'est pas possible et c'est pas bon pour commencer, à bosser. Et je dis: «Mais si vous pouvez vous permettre d'aller en province, Amiens, Morlaix, Nantes, Orléans, Lyon, Toulouse», bon, j'ai dû en oublier quoi, pour ça, mais autorisez-vous à y aller. Il y a des centres de services, il y a des pôles projets qui sont en province. Oui, les rémunérations, elles sont pas vraiment en dessous, je trouve. C'est pas s'il y a pas un écart transcendant entre Paris et province, là-dessus. Peut-être sur les juniors, mais du moins sur les seniors, je vois pas trop de différence, aujourd'hui. Si vous avez la chance d'avoir une double nationalité, Maroc, Tunisie, Algérie, tentez votre chance. Il y a des besoins, vous serez payé au salaire local, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans et puis, bah, vous aurez fait 1, 2, 3 projets derrière, puis après vous revenez. Mais cet investissement, il n'est pas que en temps, il n'est pas que en argent, il est là où il y a des emplois pour ça. C'est un peu notre spécialité. Et moi, effectivement, je viens il y a très longtemps de la gestion des plans sociaux et il se trouve que, on peut voir la formation, s'il n'y a pas un employeur qui est dans un périmètre d'1 heure en voiture ou en transport en commun, c'est mort pour ça et ça, il faut le savoir dès le départ. Quelle est ma capacité effectivement, à combien je pourrais prétendre? Si une personne me dit: «Bah, j'ai 70 000 € de revenus», OK, mais est-ce que vous êtes prêt à descendre à 50 000 pour faire une reconversion, derrière? Bah, non, c'est pas possible. Bah, dans ce cas-là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire autre chose, là-dessus. Il y a et il Je commence toujours l'entretien par: «Qu'est-ce qui vous manque dans votre poste actuel? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir dans le prochain?» Et une fois que j'ai la réponse, qu'est-ce que vous seriez prêt à perdre? Il y a des compromis qui sont à faire, qui parfois sont peut-être un peu, radical. Tu l'as évoqué dans un poste, la compétition qu'il y a avec les pays de l'Est qui arrive, c'est pas l'Inde, c'est pas ou autre, ça arrive progressivement. Pologne, Hongrie, Roumanie, il y a des belles ESN qui sont installées là-bas avec des personnes qui effectivement, sont multilingues. Quand elles parlent en français, on n'entend même pas l'accent, derrière parce qu'elles sortent de formations universitaires locales et elles ont des niveaux d'anglais, et de français ou d'autres langues qui est assez bon pour ça. Alors oui, les salaires, ça a rien à voir. Moi, j'ai envie de dire et j'en connais qui l'ont fait, hein, qui sont partis effectivement dans ces pays-là, se former et qui sont allés intégrer, X, je ne vais pas le citer, effectivement, un cabinet conseil qui est sur place et qui depuis y est, travaille en français et en anglais pour être client français, ça les arrange, qui a des bases en comptabilité effectivement, françaises. Alors ça, ils prennent. Le salaire local, j'ai aucune idée.
ce qu'il en est, il doit pas bien élevé, mais qui peut-être pendant 18-24 mois va monter en compétences. Alors effectivement, quand on présente les choses, c'est un peu, c'est un peu raide, mais je pense que, déjà, ces personnes ont été mal orientées au départ, parce que l'étude du marché, personnel n'a pas été faite Ouais. pour ça. Non, mais après, pour répondre à Isabelle, bah, si les ESN, forment, mais il faut aussi, faire la part des choses. Moi, je pars, du principe que, bah, quand tu es en intercontrat, donc déjà ton mindset, c'est, bah, tu te mets en disponibilité. Quand je dis en disponibilité, c'est que déjà, il faut que dans ton ESN, que tu aies bien les environnements, que du cloud public, du on-prem, et que les consultants, ils aient aussi, un peu de jugeote et de se dire: «Bah, là, j'ai 2 minutes et la première chose que tu dois faire, bah, c'est sur l'heure du midi, bah, si tu as mangé qu'en 30 minutes, bah, tu fais 30 autres minutes, voilà, te former. C'est pas toujours se dire, le consultant, c'est quand même lui qui s'investit en premier, hein. La première Mmh. source d'investissement, c'est lui-même, hein, de dire: «Est-ce que c'est à l'ESN nécessairement de te former?» Oui, elle te donne un cadre, elle te va te mettre à disposition un abonnement sur le Learning Hub, mais à un moment, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Enfin, moi, je n'ai pas attendu qu'une ESN me dise: «Mickaël, forme-toi sur la solution S/4HANA». Donc moi, déjà, j'ai changé de Crémoy pour pouvoir faire des projets sur S/4HANA. Donc ça aussi, hein, c'est important de se dire, on l'a déjà évoqué avec Alexandre, à partir du moment où on sait qu'on est dans une entreprise et qu'on te dit: «Non, mais tu es très bien sur la TMA, tu fais très bien sur l'ECC», tu dis: «Non, moi, j'ai envie de faire un projet S/4», bah, je suis allé voir ailleurs, Mmh. tout simplement. Ou demain, vous dites: «Tiens, je cherche, un projet», moi, j'ai été contacté pour un poste qui était, à Boston. Bon, moi, après, pour des raisons, de vol avec l'alternance avec ma fille, mais ça me posait aucun souci. Mais c'est toujours ça, c'est de se dire, tu l'as dit, la mobilité. Mmh. Après, de savoir si tu habites n'importe où. Si tu dis: «Bah, moi, je suis mobile, partout dans toute l'Europe», les gens, ils te diront: «Bah, après, si tu habites au plein milieu de la campagne, c'est pas mon problème. Tant que tu arrives à prendre l'avion et le train pour être chez moi, à 9 heures lundi matin», limite, moi, je dis à chaque fois, je dis: «Mais pourquoi me demander où j'habite? Ça me c'est pas votre problème». Je dis: «Moi, je serai toujours là où vous me dites, d'aller». Donc après, la question se pose pas. Donc mobilité, flexibilité. Après, pour les juniors, hein, dans mes postes, je vous dis à chaque fois, hein, c'est si vous êtes déjà dans un état d'esprit, tu dis, bah, ça fait 6 mois que je m'entraîne sur un environnement, je suis capable de dérouler, j'ai fait des études de cas, c'est-à-dire sur des cas réels, ce que je dis dans Mmh. l'association, je leur dis, faites des projets qui correspondent à la réalité, mettez-vous dans une problématique, vous en trouvez plein sur le net des problématiques. Et dites-le sur LinkedIn. Les gens, ils vont te dire: «Ah bah OK, donc si je te recrute, demain, je peux te mettre, peut-être pas forcément sur un atelier, mais te dire: "Bah, tu es capable de dérouler tout ça dans SAP?" «Bah oui». «Tu connais la méthode Activate?» «Oui, je l'ai même regardé. J'ai fait un petit projet où j'ai fait, un Gantt, j'ai utilisé l'IA, j'ai utilisé, Mermaid pour faire ça». Et tu dis: «Bah tiens, il est pas con, hein, il sait en plus se servir des outils, il sait capable de faire ça et en plus, il l'a fait dans l'outil». Ça Oui, il y a démarre il y a il y a il y a un travail de personal branding, j'aime pas ce terme-là effectivement à faire, mais c'est de faire savoir autrement que sur le CV là-dessus. LinkedIn est une bonne plateforme. Les posts, oui, je vois effectivement arriver des juniors effectivement qui racontent sur quoi ils travaillent, sur ce qu'ils ont fait. Hem, c'est le début de l'histoire. Parfois c'est un peu raté, parfois c'est très bien fait ou derrière. Ils peuvent demander à ChatGPT effectivement de corriger et puis effectivement de mettre en forme, de manière plus judicieuse avec, en indiquant: «Mon intention, c'est de me faire repérer» et ChatGPT va réécrire la personne derrière. Après, elle pourra relire, le réécrire à la main pour pas que ça fasse trop robot, quoi. Mais oui, oui, c'est un moyen de se faire de se démarquer, par rapport à d'autres. LinkedIn est une formidable plateforme. Certes, on fatigue un peu avec le feed aujourd'hui, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Il y a, peut-être effectivement, une dégradation, de la qualité des profils, pas dans le sens pas où ils sont de moins en moins actualisés, mis à jour. Donc on le répète, mettez correctement à jour vos profils, mettez l'acronyme SAP dans le titre, sinon ça ressort pas dans les moteurs de recherche que l'on utilise. N'indiquez pas, tout de suite que vous avez changé de poste, enfin dans le sens où, attention quand vous touchez votre profil à la fin, il vous dit: «Voulez-vous le publier?» appuyez pas effectivement dessus, parce que vous avez juste changé, une variable, enfin une virgule, dessus. Sinon tout le monde va applaudir, derrière enrichissez-le. Sans dévoiler les clients si c'est confidentiel, mais rajoutez quelque chose, derrière et puis ce qui arrive. Le deuxième truc effectivement, la gestion de la boîte LinkedIn qui effectivement, a une UX qui est pourrie, mais qui effectivement est quand même nécessaire. Ça veut dire que quand des recruteurs vous contactent, quand d'autres consultants vous contactent ou autres là-dessus, répondez.
Alors, je dis pas qu'il faut faire un slash quelque chose qui automatiquement dit: «Bah, merci, je serai disponible à partir du mois d'avril, 2026», mais presque, pour qu'il y ait une réponse derrière. Vous laissez une trace par une réponse ou sans réponse. Pour nous qui sommes assez sensibles effectivement sur la relation candidat et la relation freelance, c'est important pour nous. Les clients, c'est pareil, hein, pour ça et toute sollicitation, ouais, répondez. Répondez, en disant que vous êtes pas disponible, pas intéressé, on garde le contact, derrière. Et le jour effectivement où vous aurez besoin, vous aurez des meilleurs taux de retour quand vous solliciterez les uns et les autres. Après, comme tu dis, effectivement, sur le temps de travail libre, soit en ESN, soit en tant que freelance, et si on aborde effectivement ces shadow consultants, je pense qu'effectivement, il y a un vrai travail de veille à faire entre freelance, entre ESN et freelance pour monter en compétences. Peut-être qu'aujourd'hui, au travers de ton association, certes, c'est pour faire monter en compétences des juniors ou des personnes qui sont en reconversion, il se peut qu'effectivement, les personnes ne parlent pas assez entre elles pour ça. Il n'y a pas de groupe de travail, il n'y a pas de groupe d'atelier. L'USF était un truc formel, effectivement, mais qui s'adresse à peut-être 200 clients parmi, les 1 300 qui existent, clients finaux, en France, ou peut-être un peu plus si je me trompe. Pour ça. Mais il y a peut-être pas assez de partage de connaissances, de retour d'expérience, dessus, de freelances qui ont réussi certains projets, qui se sont plantés sur d'autres et qui effectivement, l'appel à un ami, comme, je dirais, le jeu, est peut-être pas assez utilisé. En tout cas, il y a des personnes qui sont en interne et qui sont aussi prêts effectivement, à apporter leur expertise, gratuitement en plus et dire: «Bah, voilà, moi je suis un expert du module SRM, je maîtrise, par cœur». Quelqu'un qui est coincé dessus, bah, il me demande, je vais l'aider, quoi. Mmh. Bah, moi, c'est la vocation que j'essaye de faire avec l'asso, hein, c'est d'essayer de regrouper des gens, qui déjà veulent investir du temps pour Mmh. eux-mêmes, pour monter en compétences. Après voilà, je cherche pas non plus à développer et qu'on soit, 10 000 parce que de toute façon, c'est sur mon temps libre. Moi, encore une fois, c'est quelque chose que je fais depuis 25 ans. On ne s'improvise pas forcément comme ça, de se dire: «Bah, tiens, je vais monter, une association, une structure, avec, de la formation». Parce qu'après, vous tombez, bah, avec les amis de SAP, hein, qui peuvent très bien vous dire: «Mais attention, ça, tu as un cadre légal dans Mmh. lequel intervenir». Donc moi, je fais avant tout de l'accompagnement. C'est super important, c'est de se dire: «Bah, où est-ce que vous voulez aller? Comment vous voulez y aller?» Je fais des démos sur la solution. Et après, il y a une grande partie, bah, Romain en est le très bon exemple. C'est voilà, il a investi du temps, il s'est formé, sur le cloud public, avec l'association. Il a pu trouver un poste chez Ipanova et tant mieux. Donc maintenant, il a son chemin. Donc ça veut dire que quand vous êtes une personne en reconversion, que vous n'avez pas forcément une grosse connaissance sur les solutions S4, vous avez toujours des opportunités et peut-être plus dans les petites ESN que dans les très grands groupes. C'est peut-être ça Oui. le message. Visez les petites ESN. Les petits ESN effectivement, aujourd'hui sont si quand c'est un partenaire qui décide, il peut prendre un risque. Ce qui est un peu moins le cas effectivement dans des ESN structurées qui attend un certain cadre ou autre, derrière. Là, je vois une parenthèse un petit peu polémique effectivement, c'était, je me suis fait un peu harponner effectivement un CV qui arrive, au cabinet, 8 ans d'expérience, PPQM, exactement ce que tout le monde recherche, derrière et en fait, derrière était caché un commercial de l'ESN. Bon. Et qui discutait avec moi. Donc effectivement, on l'a révélé, on a découvert effectivement tout un écosystème qui était derrière, qui consistait à faire venir des personnes, du Maghreb et leur coller la pression en disant: «Si tu démissionnes, tu auras pas tes papiers, tu vas les perdre, derrière». Donc en gros, elles ont soit des passeports talents, donc soit à 45 000, soit à 55 000 en fonction du degré de diplôme qu'elles ont, soit des autorisations de travail et puis, elles sont en mission et puis après elles se disent: «Bah, je suis un peu en dessous du marché quand même, avec mes 8 ans d'expérience, j'ai 45 000, ça les vaut pas quoi». J'aimerais bien partir et puis là, effectivement, il y a des sortes de Thénardier qui à la fois les logent en plus et en même temps leur disent: «Ah non, si tu pars, tu te rends compte, la préfecture, ça passera pas bien et puis je peux te griller sur le marché». Alors merci à Thierry Chernac qui effectivement l'a annoncé sur le poste. Il y a aucun patron de SN qui peut vous griller sur le marché. Le marché ne l'écosystème ne fonctionne pas, comme ça et puis vous avez 2 catégories. Vous allez sur le site de SAP SAP Partners, vous mettez France, vous mettez, conseil, derrière et vous allez voir la liste des à peu près 60, intégrateurs, SAP, labellisés et puis après il y a tous les autres. Voilà. Donc si les autres n'y sont pas et qu'elles existent depuis plus de 10 ans, c'est louche. Parce qu'à la fin, même les petites de taille intermédiaire sont labellisées, là-dessus. Et ces personnes qui sont à la tête de ces entreprises ne se permettent aucun faux pas.
pour ça. Donc celles qu'on a identifiées, elles sont 2, elles en font pas partie. En tout cas, ne il ne faut pas avoir crainte, effectivement, si vous quittez votre employeur, en fonction de votre situation personnelle, vous pouvez passer des entretiens, signer un contrat de travail, démissionner l'entreprise vous accompagnera ou vous serez accompagné effectivement pour pouvoir, que le renouvellement de titre de séjour se fasse dans les bonnes conditions, dernières. En tout cas, moi je vous incite à partir. Mmh. Non, tu l'as dit, c'est important que là, c'est aussi que c'est un réseau, hein, que ce soit, sur SAP ou toute autre chose. Si vous allez sur un site internet qui a pas pignon sur rue, une entreprise qui a pas pignon sur rue, qui a pas au moins alors pas forcément partner gold, ça peut être Mmh. silver, Oui, les ESN qui vont aussi à l'USF, vous savez qu'elles sont forcément, identifiées par SAP et il y aura aucun mmh, risque. ouais. C'est comme tout, quand il y a des choses qui sont un peu trop intéressantes, tout ça, vous dites-vous qu'il y a toujours un loup. Il y a pas de secret dans la vie, hein, soit on vous propose un salaire très bas ou un salaire très élevé. Voilà, il y a un marché qui existe. Vous avez des compétences, vous êtes junior, vous savez que vous entrez plus ou moins dans une grille. Vous êtes expert, alors il y a peut-être un peu moins de grilles, quoique même dans les grandes entreprises, c'est encore toujours plus compliqué dans une grande entreprise de payer l'expertise. On aura plus de latitude et de liberté dans des entreprises intermédiaires. Donc, pour alors c'est plus un message personnel, hein, il n'y a pas que les gros dans la vie. Vous avez plein sur les 60, plein de petites ESN avec qui vous avez des très belles opportunités Mmh, et qui vous donnent plus de liberté. Je ne dis pas que des Viséo, du Deloitte, du Ernst Young, tout ça, ça vous donne certainement un cadre mmh, dans lequel vous pouvez vous épanouir. C'est toujours la différence entre quand vous allez à l'université ou que vous suivez une prépa, où vous allez être plus voilà, dans une case. À l'université, vous allez ou vous y allez pas. C'est vous-même, quoi. Donc moi, je me sens plus libre comme ça dans les ESN de type intermédiaire, où c'est là où j'ai le plus appris. Peut-être bien plus que si j'avais passé par la Capgemini, par exemple. oui. Ensuite, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elle s'adresse à des clients de taille, enfin, de différents et de manière différente, sur des projets qui ont rien à qui sont di enfin, qui ont pas la même philosophie, derrière. Toutes sont bonnes pour apprendre. La méthodologie Accenture, oui, effectivement, elle est redoutablement efficace, sur certains projets et rentrer dedans, oui. Après, elle peut être très contraignante, voilà et certains, effectivement, ils trouvent plus leur compte au bout d'un certain temps et puis, effectivement, quand on est consultant senior chez Accenture, passer manager, c'est une autre histoire pour ça. Donc effectivement, certains, se carapatent effectivement pour aller dans des sociétés de taille intermédiaire, plus petites, où là, effectivement, ils auront une latitude qui seront différentes. Maintenant, il peut y avoir des gaps, quand même, passer d'un Accenture à une société où les personnes sont 10, même si elles sont experts sur un sujet, ça peut piquer un peu, derrière. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à essayer. Ensuite, il ne faut pas s'interdire, vu que ceux qui ont déjà des compétences, il n'y a pas de risque sur le marché. Ils trouveront un emploi, derrière. Ils peuvent se dire: «J'essaie en interne, je vois ce que ça donne. Bon, bah, au bout d'un an et demi, c'est pas pour moi, je retourne dans le monde du conseil, parce que je suis contraint par le paysage applicatif ou les projets» ou d'autres effectivement: «Bon, bah, là, franchement, le monde du conseil, c'est bien, mais en ce moment, aller à Péta ou Schnock, 2 fois 3 jours par semaine, ça le fait plus, quoi et j'y arrive plus, je suis fatigué». Soit je suis à la limite du burn-out et je dis: «Stop» et à ce moment-là, peut-être qu'un poste en interne où le projet est localisé au même endroit pendant 2 ans, bah, c'est peut-être plus confortable pour ça. Mmh. Le sujet du burn-out, tu l'avais évoqué effectivement, dans un de tes postes et il est important. Le burn-out tel qu'on le définit aujourd'hui, je pense, a changé qu'il y a une quinzaine, d'années. Une quinzaine d'années, c'était à la fois un surinvestissement personnel, l'employeur demandait rien, mais personne effectivement se surinvestissait, soit l'environnement effectivement, grillait la personne. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui arrive et tu le vois avec les IA ou autres, il y a une surcharge informationnelle. Ça arrive de partout, tout le temps, du réveil jusqu'au coucher, derrière, ça n'arrête, jamais et nous, on l'entend côté enfin, candidat en se disant: «J'ai envie d'une société qui adresse mieux l'information, la structure et rentre dans mes capacités physiques, je dirais psychiques, de pouvoir à tout assimiler et pouvoir travailler, derrière». Ça demande effectivement des sortes de nouveaux managers qui effectivement communiquent peut-être moins, mais mieux. Mais ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si tu le rencontres sur des projets ou autres, mais il y a une surcharge qui est dantesque qui arrive sur la tête des personnes aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est un sujet. Après, je vais pas évoquer mon cas, mais on se retrouve encore une fois quand on est sur des postes de manager plus avec, de gérer bien sûr, on nous demande toujours de faire de la facturation. Après, c'est ce qui est intéressant dans notre métier, de gérer nos équipes, de faire des missions, des fois être sur du sales, pre-sales, de monter aussi soi-même en compétences pour pas être non plus, has-been, par rapport à ses équipes. De faire bien sûr toujours des comptes rendus, donc, et tout ça. Et après, SAP nous envoie aussi, ah, il faut absolument que tu viennes aussi sur l'IA, tout ça. Fin de la journée, tu dis ouais, mais bon, c'est peut-être bien, je vais rajouter 1 heure, sauf que bon, tous les jours, tu rajoutes, tu dis bah, je fais plus des journées de 7, mais de 8, de 9, de 10. Et tu dis, mais ça s'arrête où pour que je puisse assimiler? C'est un peu le même principe avec les mails. Au départ, tu dis, si je dois les lire tous, plus tout ce qu'il y a dans les spams, tu dis, moi, je sais que j'ai, dans ma boîte, j'ai 8000 mails qui n'ont pas encore été lus. 8000. Voilà, ça fait sur 7 ans. Mais sur 7 ans, Mmh. voilà, j'ai entassé, ils sont quelque part. Bon, je pense que ceux qui datent d'il y a 7 ans, c'est plus la peine. Mais trop d'informations, c'est ingérable. C'est ingérable et c'est perturbant. Certaines entreprises en ont conscience et restreignent effectivement à un ou 2 canaux de communication pour travailler, mais d'autres qui effectivement ont, la communication du client, la communication effectivement de leur employeur qui est parfois une ESN, les mails, les SMS, les WhatsApp, les sollicitations, les applications, parfois les applications dans l'entreprise qui existent, qui sonnent de partout, les canaux Slack qui sont rajoutés pour certains effectivement parce que c'est à la mode, le Teams qui effectivement qui clignote de partout en permanence et je pense que cette surcharge informationnelle, elle est que certains se disent: «Ouais, j'arrête, je vais bosser ailleurs». Parce qu'effectivement alors que le poste est intéressant, les collègues sont sympas ou autre, mais ils n'arrivent plus à une vraie surcharge. Alors après effectivement, ça peut être une intrapersonnel, c'est-à-dire faire des déconnexions, trier, ne garder ce qui concerne la personne et rejeter effectivement ce qui concerne le manager ou les autres. Il y a le fond et la forme, il y a ce qu'il y a dedans aussi, il y a des messages effectivement qui sont stressants, comme au début de l'échange qu'on a eu, il y a la pression qui est sur les projets, qui est pas anodine. Ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas tous la réponse pour ça. En tout cas, il y a des entreprises dont certains de nos clients en ont conscience et font des ruptures de communication numérique si besoin, préparent mieux en amont, prennent une célérité qui est peut-être moins forte que sur d'autres clients. Mais si certains effectivement saturent, l'entreprise elle changera pas. Elle a toujours fonctionné comme ça, il y a pas de révolution qui va se faire, ça peut parfois que empirer, derrière. Oui, c'est le bon moment pour aller étudier d'autres postes, en interne ou dans le conseil. Ouais, c'était le point justement qui était important, hein, c'est de se dire, n'attendez pas de péter un plomb pour, alors déjà, vous en parlez dès que vous sentez quelque chose, vous en parlez à votre encadrement. Si à la fin, il y a rien qui bouge, de toute façon, la seule solution, c'est pas d'aller chez le médecin, c'est de partir, hein, c'est ce qui vous sauvera toujours la vie, hein. Laissez Mmh, pas votre santé, parce que vous aurez plus de boulot et plus de santé. Donc, quitte à privilégier quelque chose, privilégiez votre santé. Si vous êtes dans un environnement qui est toxique, même si, ça changera pas, c'est-à-dire qu'ils le feront avec vous, ils le feront avec le remplaçant et même peut-être que la personne qui était avant vous était partie pour les mêmes raisons. oui, ouais. On connaît les réponses, on les sait nous, pourquoi effectivement il y a des turnover qui est derrière. Heu il y a très peu d'entreprises qui sont malveillantes, c'est pas là-dessus. Il y a parfois une maladresse, une mauvaise organisation de gestion du temps et des projets, derrière. Après certains effectivement sont compatibles avec certaines organisations, puis d'autres qui le sont pas et puis d'un certain temps, effectivement, les batteries, elles sont vides. Ça sert à rien effectivement, de les griller, derrière. Ça coûte rien d'aller passer un entretien, de me poser une question à un recruteur: «Voilà ce qui m'arrive, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que je veux plus, derrière. Est-ce qu'il y a des projets qui sont intéressants à une demi heure, 3/4 d'heure, 1 heure de chez moi en voiture ou en transport, en commun, et on en discute, on en discute. Ça se fera peut-être pas tout de suite à tenter, mais peut-être d'ici 2-3 mois, l'opportunité, elle va tomber. On aura souvenir de vous, on aura les notes qu'il faut derrière et on vous contactera. Donc et puis, il y a le sujet, de l'internalisation qui est importante, aujourd'hui. Est-ce qu'il faut travailler dans des contextes internationaux qui sont de plus en plus forts ou pas? Je pense que la pratique de l'anglais est de plus en plus importante et effectivement, sortir de projets francophones pour aller sur des projets plus anglophones, vu que l'anglais ne se maintient qu'en le pratiquant. Je pense que ça, c'est un des critères. Sinon, c'est
peut-être se fermer des opportunités le jour où on est à l'écoute du marché. Il y a des belles boîtes françaises, hein, francophones, mais quand on a bossé 10 ans dedans, bah, on est un peu rouillé, les entretiens en anglais, on les rate pour ça et puis on a perdu la main, quoi. Ouais, donc c'est pour ça. La liste qu'on a fait, vous avez tous les recruteurs worldwide. Donc, soit des gens qui sont que sur le marché canadien, d'autres sur le marché européen. Même vous avez des recruteurs pour ceux qui veulent aller chez les Wallabies. Vous avez de l'Australie et même du NZ, donc du New Zealand. Donc voilà, donc dans cette liste-là, vous avez le monde entier et avec les bonnes personnes. Donc, Ouais. envie de partir, envie de changement, d'épaysement, de fatigue, de vouloir progresser. Voilà, donc on est là avec Alexandre. Envoyez-nous un message, on répondra nécessairement. Peut-être pas tout de suite dans la foulée, parce que comme on vient de l'évoquer, on reçoit nécessairement plus on a de personnes dans un réseau, mais on vous répondra, ça c'est sûr. Oui et puis relancer les recruteurs. Parfois ils répondent pas, comme dit, c'est des boîtes qui effectivement mails qui arrivent. Aujourd'hui, on a des outils qui synchronisent LinkedIn, WhatsApp, les emails, c'est pas complètement efficient et on traite nos priorités, derrière. Insister. On vous reprochera pas effectivement de nous relancer, nous demandant: «Bah, j'ai des nouvelles, comment ça se passe? C'est quelque chose pour moi? Comment est le marché? Est-ce qu'on peut en discuter?» derrière. Ça peut être de manière synchrone ou asynchrone, derrière. Relancer. Voilà. Bon, on pensera à toutes les gens qui ont posé quelques questions, on y répondra et on se nourrit de ces questions-là pour le prochain. Je crois que ça doit être le 27 février. On fera de toute façon, on fait toujours des petits posts pour annoncer le prochain live. Merci, à Voilà. bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.